Deux lettres que tout le monde, ou presque, balance comme un soupçon depuis 8 jours maintenant. Deux lettres, RN, symbole supposé d'une compromission présidentielle. Vous en débattez avec notre nouvel invité, Yves. Sébastien Chenu, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc vous êtes vice-président du Rassemblement national. Vous êtes aussi maintenant vice-président du groupe. Président délégué du groupe. Président délégué du groupe à l'Assemblée nationale. Et ça tarde quand même, cette rentrée parlementaire. Vous auriez voulu qu'il y ait une session extraordinaire ? Oui, Marine Le Pen d'ailleurs l'a exprimé, elle a écrit aux autres présidents de groupe, elle l'a manifesté publiquement le souhait que les députés puissent se mettre au travail dès septembre. Le président de la République visiblement est sourd à cette demande et le mois de septembre a été, il faut bien le dire, gâché, empêché. Les députés n'ont pas travaillé. Seul le à président de la République peut décider ? Oui, c'est le président qui convoque, et donc c'est à lui de déclencher une session extraordinaire. La présidente de l'Assemblée nationale elle-même était demanderesse, donc par conséquent, j'ai le sentiment que la vie quotidienne des Français préoccupe moins le président de la République que ses propres atermoiements. À propos du président de la République, Yves, pourquoi Emmanuel Macron, finalement, n'a pas nommé Jordan Bardella à Matignon ? Il n'a pas nommé. Vu comment les choses évoluent. Je crois qu'il y a une raison pour laquelle il ne les a pas nommés. C'est d'abord qu'ils ne sont pas arrivés en tête. Hein, le Front républicain. Le LR encore moins. LR encore moins, certes. Mais il y a des problèmes programmatiques avec le Rassemblement national. Et notamment un sujet sur les retraites. C'est ça, la fracture, la ligne de fracture, elle est là. C'est que le Rassemblement national veut revenir sur les retraites, on va en parler, alors que les Républicains, eh bien, eux, veulent au contraire garder cette réforme, peut-être en l'aménageant, mais c'était un des critères de sélection pour le président de la République. Sébastien Chenu, Macron otage du RN. Vous avez entendu ce qu'a lancé un Français hier au président de la République au Havre, mais est-ce que c'est pas plutôt le RN qui est condamné désormais à être l'allié du pouvoir ? Non, mais en fait, Emmanuel Macron, je crois, a voulu contourner le souhait des Français. Au moment des élections européennes, la liste du Rassemblement national, Jordan Bardella arrive très largement en tête, le double des voix du score des listes d'Emmanuel Macron. Au moment des élections législatives, premier et second tour, le Rassemblement national est le parti qui fait le plus de voix dans le pays. Nous ne sommes pas majoritaires et nous avions dit, si nous n'avons pas de majorité, Jordan l'avait dit, nous n'irons pas gouverner parce que la situation est intenable. Donc nous avons une logique politique, nous la respectons. Vous, président, vous donniez Matignon à la gauche parce qu'elle a remporté les législatives même d'une courte tête ? C'est au président de choisir. Mais je pense qu'il a voulu contourner, pas forcément au nouveau Front populaire, mais peut-être qu'il aurait pu trouver des personnalités qui n'étaient pas aussi engagées dans des partis politiques qui ont fait d'aussi faibles résultats. Mais surtout, il a voulu contourner la volonté des Français. Les Français veulent plus de la politique d'Emmanuel Macron. Eh bien, il trouve des gens qui peuvent continuer sa politique sans être des macronistes. Ça vous arrangeait bien quand même, parce que si vous étiez arrivé à ce qui nous aurait arrangé, c'était de faire 289 sièges. Si vous étiez nommé à Matignon, vous auriez été bien embarrassé pour constituer une majorité, et en plus, vous auriez été handicapé pour 2027. Marine Le Pen aurait été handicapée pour 2027. Non, il ne serait pas du tout. Nous n'aurions pas été, comme vous dites, nommés à Matignon si nous n'avions pas eu une majorité de sièges. On l'a annoncé avant les élections. D'ailleurs, on a suffisamment reproché à Jordan Bardella de l'annoncer. Donc, de toute façon, il n'était pas question qu'on aille à Matignon sans majorité. Pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'il fallait faire alors ? Ce qui nous intéresse, c'est pas comme les LR, avoir des sièges, des voitures, des fourrures, des titres. C'est travailler pour les Français et changer de politique. Sébastien Chenu, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Parce que vous dites, il n'y a qu'un faucon. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? J'ai dit, nous, on ne bloque pas le pays. On a montré qu'on bloquait pas le pays. On a permis, en disant qu'on n'allait pas censurer immédiatement Michel Barnier, on permet au pays de continuer à avancer. On a pris du retard, on l'a dit, on n'a pas siégé en septembre, ça suffisait. On a empêché le nouveau Front populaire d'accéder aux responsabilités. Ça, c'était pas vous. Évidemment, si, puisqu'on avait dit qu'on le censurerait, et les macronistes, LR, etc., avaient dit qu'ils le censuraient. Donc, immédiatement. Donc, le nouveau Front populaire n'aurait pas été nommé. Cazeneuve et Xavier Bertrand, même chose, c'était des épouvantails pour nous. Mais si Michel Barnier et son nouveau gouvernement, qu'on connaîtra normalement la semaine prochaine, se met à faire en partie une politique RN, il n'y a plus besoin du RN. Que vont dire vos électeurs ? Ça m'étonnerait, connaissant le passé de Michel Barnier, qu'il fasse la politique du Rassemblement national. Sincèrement, Michel Barnier est un Premier ministre qui est un adversaire politique avec lequel on a des différences, mais on savait bien qu'il n'allait pas y avoir un Premier ministre Rassemblement national qui allait être nommé. Il fallait bien un Premier ministre au bout d'un moment. Donc nous, on a accepté de ne pas voter une motion de censure
immédiate et de laisser Michel Barnier faire ses propositions. On l'attend donc en discours de politique générale et en construction du budget. Et c'est là qu'on va décider. Si Michel Barnier construit un budget dans lequel il n'y a pas d'augmentation des impôts, dans lequel il va très loin sur la sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, dans lequel il accepte l'abrogation de la réforme des retraites, on dira laissons-le dérouler cela. Mais je crains, connaissant Michel Barnier, qu'il n'aille pas dans toutes ces directions qui sont les politiques que nous portons, nous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Yves, mais quand on entend Sébastien, ça me rappelle un certain Laurent Wauquiez hier, on va écouter ensemble. Ouais. La décision évidemment qu'on a prise, c'est de s'engager à ses côtés et il aura le soutien très clair de tous nos parlementaires. Ce soutien, et vous le savez, ça n'était pas notre position initiale, pour aller jusqu'à la participation au gouvernement pour l'aider à réussir. Et notre conviction, c'est que sur un certain nombre de domaines, on a besoin d'une politique de droite. Pour qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts, pour qu'il y ait plus de sécurité, pour qu'il y ait moins d'immigration. Et notre engagement sera aux côtés de Michel Barnier pour l'aider à ce que ces politiques puissent être menées. Gonflés mais malins, les Républicains ? Plutôt malin, parce que jusqu'à présent, on disait les Français, ils vont préférer l'original à la copie. Ils vont préférer le Rassemblement national, le Front national par le passé, à la droite, qui donnait le sentiment de cavaler derrière le Rassemblement national. Mais en fait, ce qui se produit, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que l'original, il est un peu dans les cordes, même s'il est à l'Assemblée nationale plus fort que jamais, je l'entends bien. Mais celui qui est au gouvernement, à Matignon, eh bien c'est Michel Barnier, donc la droite républicaine, c'est elle qui va tirer les ficelles, c'est elle qui va gouverner, au terme de l'article 20, c'est la droite qui va gouverner, puisque vous n'allez pas aller, si on vous contacte, vous ne serez pas au gouvernement de Michel Barnier. Vous n'êtes pas fait un peu doubler là quand même sur ce coup-là, je serais vous, messieurs, je serais méfiant, car il y a quelques semaines, ici même, Benjamin Duhamel me disait avant la nomination de Michel Barnier, mais alors vous êtes la 5e roue du carrosse, vous ne servez à rien, ce que vous semblez finalement un peu dire, Yves Frère. Et puis 2 jours après, on a vu que si Marine Le Pen n'avait pas levé le pouce en haut, n'avait pas accepté qu'on ne censure pas immédiatement Michel Barnier, mais il serait pas Premier ministre. Non, simplement dire on ne censurera pas, il n'y a pas de deal. Un deal, il faut qu'il y ait un avantage dans un sens. Il n'y a pas de deal. Un deal, il faudrait qu'il y ait un avantage dans un sens et dans un autre. Nous, on ne demande rien. On ne veut pas participer, contrairement aux LR, qui sont les supplétifs d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Je note d'ailleurs, dans le discours de Laurent Wauquiez, quelque chose d'important. Il ne parle pas du pouvoir d'achat. Il reste sur sécurité, immigration, vous l'avez entendu, et sur hausse d'impôts. Il n'a pas dit le mot pouvoir d'achat. Probablement que c'est une différence majeure que nous avons, nous, quand on propose, par exemple, d'augmenter les salaires de 10% des Français jusqu'à 3 fois le SMIC en échange d'un gel des cotisations patronales. C'est un élément fondamental de la politique que nous souhaitons voir mener au service de la France qui bosse, de la France qui se lève et du pouvoir d'achat des Français. Yves, tout à l'heure, on parlait d'une éventuelle immixtion dans le gouvernement par la gauche, mais après tout, peut se poser la question d'une entrée au gouvernement d'un membre du Rassemblement national. Non, je pense que Michel Barnier va sans doute leur proposer. Peut-être que ça sera une personnalité issue du Rassemblement national ou une personnalité proche du Rassemblement national, hors les murs, comme on a dit à une période. Mais le Rassemblement national, en refusant d'aller au gouvernement, peut faire aussi un refus d'obstacle, parce que son électorat peut dire « mais attendez, l'immigration, ça fait partie du programme de Barnier, l'insécurité, ça fait partie du programme de Barnier, donc c'est pas normal qu'il n'y ait aucun représentant dans ce gouvernement ». Rassurez-vous, le jour où nous irons au gouvernement, c'est parce qu'on aura les moyens de mener notre politique. C'est-à-dire qu'on aura une majorité pour la faire, qu'il n'y aura pas d'ambiguïté, qu'on ne dépendra pas ni d'Emmanuel Macron, ni d'autres forces politiques. Il faut que vous gagniez l'élection présidentielle pour ça. Ou l'élection législative qui pourrait avoir lieu si Emmanuel Macron dissolvait de nouveau en 2025. Nous, on n'est pas des gens ambigus. Les LR, ils y vont parce qu'ils veulent des sièges. Écoutez, ça fait, je crois, 12 ans qu'ils n'ont pas gouverné. Moi, je les connais, mes collègues LR. Ils ne comprennent pas qu'ils ne soient pas des notables installés dans des ministères, ils se prennent pour des gens sérieux alors qu'ils ont participé, on l'a vu, à couler le pays à chaque fois qu'ils ont été au gouvernement. Donc ce qu'ils veulent, ils sont les supplétifs d'Emmanuel Macron. Et en fait, ce qui est en train d'être démontré, c'est ce qu'on dit depuis des années, c'est que les LR, c'est Macron. Quand ils lui ont sauvé la tête à chaque fois en refusant de voter des motions de censure, les LR, la droite libérale, conservatrice également, eh bien, ce sont les supplétifs. Qui parlent comme vous aujourd'hui avec Laurent Wauquiez. Non, je vous ai expliqué qu'ils n'avaient aucune conscience sociale. Si d'aventure, vous n'avez pas de conscience sociale. Si d'aventure, il y avait 2 mesures qui étaient prises, par exemple. La première, c'est d'instituer le scrutin à la proportionnelle. Est-ce que ça serait pas un moyen pour vous, d'avoir davantage de députés, parce que Barnier dit que ça menace la stabilité de nos institutions. Si, mais il pourrait aussi, d'une certaine façon, acheter la paix avec vous en vous proposant la proportionnelle. Non, mais pas besoin Deuxième de vous acheter, chose, il en est question, même s'il le nie encore aujourd'hui, mais ça peut changer, s'il crée un ministère de l'immigration et qui vous le propose.
Non, vous iriez ou pas? Sincèrement, je pense que là, on se fourvoie. D'ailleurs, le ministère de l'Immigration, vous avez vu que dès qu'ils ont prononcé le mot, moi je pense que c'est un gadget. Hein. Il y a un ministère de l'Intérieur qui doit mener une politique de lutte contre l'immigration. Mais dès qu'ils ont prononcé le mot ministère de l'Immigration, ils sont tous rentrés aux abris parce que ne serait-ce que prononcer le mot immigration, ça veut dire qu'il faut se prendre à bras-le-corps ce problème. C'est pas gadget, un ministère de l'Immigration. Oui, c'est ce que je viens de dire. Pour moi, ça demeurerait un gadget. Il y a un ministère de l'Intérieur qui est chargé de la politique de l'immigration dans notre pays. Il n'y a pas besoin d'inventer le fil à couper de beurre. Et puis votre autre question sur la proportionnelle. Sur la proportionnelle, nous c'est quelque chose qu'on porte depuis longtemps. Mais vous dites, vous relayez ce que dit Michel Barnier, qui dit qui est contre, qui dit ce serait ingouvernable. J'entends ça, mais ce que je vois, c'est que lorsqu'on a eu la proportionnelle dans notre pays, 86 à 88, il y a eu une stabilité. L'Assemblée n'a pas été ingouvernable. Lorsqu'il y a le scrutin majoritaire à 2 tours, c'est ingouvernable aujourd'hui. Donc cet argument ne tient pas parce que par la réalité, on voit bien que ce n'est pas le bon argument. On peut être pour ou contre la proportionnelle, mais cet argument de l'instabilité, il tient pas. Avec la proportionnelle intégrale, vous auriez 193 députés aujourd'hui, contre 142. C'est pas le sujet d'ailleurs. Le sujet, c'est comment les Français se sentent le mieux représentés et ne restent pas sur le bord du chemin. Tous les pays européens ont la proportionnelle pour les élections législatives. Sur l'immigration, Michel Barnier, écoutez, c'était hier. On va traiter cette question grave, sérieuse, avec de la rigueur, avec de la ténacité, avec le souci de maîtriser l'immigration. On le fera aussi avec humanité. Fermeté mais aussi humanité, c'est possible? Oui, alors ça, c'est ce qu'on entend depuis 30 ans. Hein. Fermeté, humanité. Notre rédacteur en chef nous disait tout à l'heure que c'était la une de l'humanité. Pas de l'humanité, de Libération, il y a 30 ans, à l'occasion des sans-papiers qui occupaient l'église Saint-Bernard à Paris. Vous vous rendez compte? Donc, non, il y a plusieurs choses. Le ministère de l'Immigration, il l'écarte, semble-t-il, le Premier ministre, pour le moment. On va voir. S'il l'écarte, ça veut dire qu'il y a songé quand même. Il y a songé, ou on lui a soufflé. La deuxième chose, est-ce qu'il va faire comme les Allemands? Les Allemands viennent de décider de restaurer le contrôle à toutes les frontières, y compris aux frontières avec la France. À partir de lundi pour 6 mois, c'est temporaire. Pour 6 mois. Il faut le dire, la France fait la même chose avec l'Italie, déjà à Vintimille. C'est-à-dire qu'on contrôle les passages à Vintimille depuis 2015. Rendez-vous compte? Depuis que Manuel Valls a décidé ainsi après les attentats de 2015. Et puis, la troisième chose, mais il le fera jamais, est-ce qu'il veut sortir de Schengen? C'est-à-dire, alors à ce moment-là, rétablir carrément les frontières intra-européennes. Oui, moi je crois qu'il ne s'agit pas de relayer le discours qui nous est servi depuis 30 ans. Il faut travailler avec pragmatisme et détermination sur l'immigration. C'est-à-dire avoir des solutions qui sont concrètes et qui sont efficientes. Quand Jordan Bardella a parlé pendant les élections européennes du concept de double frontière, c'est-à-dire la surveillance des frontières extérieures à l'Europe, mais également... Personne n'a compris ce que c'était. Si, c'est facile. Surveillance extérieure de l'Europe, les frontières extérieures de l'Europe et le contrôle des frontières françaises. C'est exactement ce qui se passe là, en Allemagne. C'est exactement ce qui se fait. On nous a dit « Ah, mais c'est impossible, vous allez voir, vous allez remettre des douaniers, des gardes barrières, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est pas le cas. Non mais écoutez, on peut contrôler des frontières avec des moyens modernes aujourd'hui, avec des drones, avec une organisation moderne d'un pays. C'est ce que va faire l'Allemagne. Elle le fait 6 mois parce que c'est exactement la possibilité qu'elle a de le faire, que lui donne l'Union européenne. La deuxième chose, il ne s'agit pas de sortir de Schengen. Il s'agit de renégocier Schengen. Et pour ça, il y a effectivement un grand nombre de pays dans l'Union européenne qui sont d'accord pour se remettre autour de la table et renégocier Schengen. Des pays du Sud, des pays de l'Est, des pays du Nord. On peut en trouver beaucoup. Et moi, je pense que la renégociation des accords de Schengen est effectivement l'une des clés de la reprise en main du contrôle de l'immigration dans notre pays. On n'a plus beaucoup de temps. Sébastien Chenu, parlons du RN, de ses propres turpitudes, post-législatives en particulier, sachant qu'il y a aussi le procès des assistants parlementaires qui débute dans 15 jours maintenant. Aujourd'hui, Marine Le Pen, qui va donc bientôt se retrouver au tribunal, souhaite un joyeux anniversaire à son poulain. Elle l'a fait notamment sur X, anciennement Twitter. Son poulain en la personne de Jordan Bardella. Ça va toujours aussi bien entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, d'ailleurs, Yves? Ça va pas si mal que ça, mais c'est vrai qu'il y a des petits tiraillements. Il y a des tiraillements parce que les législatives ont laissé des traces. Il y a beaucoup de candidats, et j'imagine que Sébastien Chenu en est le témoin, beaucoup de candidats qui ne faisaient pas l'affaire.
on en a plus que ça, donc profil avait choqué. On en a retenu rigueur à un certain Gilles Penel, qui était le directeur général du Rassemblement national, qui est parti depuis. Maintenant, Madame Le Pen a avec elle un nouveau directeur de cabinet, qui est un jeune énarque, Monsieur Derincourt. Et puis, il y a une réorganisation. Et il est probable aussi que, il y ait davantage de surveillance autour de Jordan Bardella. Bon, je ne sais pas trop d'où vous sortez ces histoires entre Jordan et Marine. Non, écoutez, j'ai vu les deux longuement cette semaine. Je peux vous dire que tout le monde est raccord. Il y a une réorganisation sur les candidats. Il y a une dizaine de candidats qui ont posé problème. Une centaine. Une centaine, non, oui, pas une centaine de candidats épinglés dans des casseroles et en tous les cas, plus ou moins lointaines. Non, et pas davantage qu'à la France insoumise. Il y a une réorganisation interne quand même. Je vous dis, je corrige parce qu'il y a eu beaucoup de contrariétés. Vous parlez de Gilles Penel qui est parti. Non, Gilles Penel est député européen désormais. Il était acté qu'il quitte ses fonctions en devenant député européen. Oui. Quatrième chose, vous parlez de l'arrivée d'un directeur de cabinet. Il est directeur de cabinet de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Il s'occupe pas des affaires du parti. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter de tout mélanger, de raconter des choses qui n'ont pas de sens. Notre parti, il y a forcément des choses à améliorer. Sinon, l'organisation, avoir une organisation plus décentralisée. Probablement, ça a été fait en une semaine, excusez du peu, mais effectivement, un choix de candidat qui soit plus pointu. Nous, on ne se cache pas derrière en se disant il n'y a aucun problème. Quand il y a des problèmes, on les traite. C'est pas le cas de tous les partis. Quand il y a des problèmes, on les traite. C'est, je crois, aussi ce qu'attendent les Français. On est plus exigeants de nous que de tous les autres partis. Ça, c'est la réalité. Alors à nous d'être peut-être plus exigeants de nous-mêmes également. Sébastien Chenu, est-ce qu'il n'y a pas aussi une tentation de normaliser le parti, de le rendre plus présentable, la stratégie de la cravate, pousser plus loin ? Oui, j'en ai pas ce soir de cravate. Oui, j'ai vu. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des mots de journalistes, Yves. Le parti, il est normalisé dans la tête des Français depuis longtemps. Vous avez vu une étude qui est sortie hier, disant que le Rassemblement national est un parti qu'on choisit par adhésion à ses idées. J'ai entendu une étude de Jean Jaurès. J'ai entendu pendant des semaines et des mois, ah oui, mais on vote RN parce qu'on est en colère, parce qu'on est mécontent, on suit pas leurs propositions. En réalité, c'est par adhésion que les 11 millions de Français nous choisissent. Mais il y a aussi une plus large majorité encore de Français qui, aujourd'hui encore, font obstacle au Rassemblement national. Il faut dire cela aussi, soyons... mais d'accord, c'est à nous d'ailleurs de les convaincre. Mais il y en a encore davantage qui rejettent la France insoumise et davantage, justement, à propos Emmanuel Macron. De la France insoumise, terminons par ça. Pas une semaine facile pour un certain Sébastien Delogu. Je ne sais pas qui est Pétain, j'ai entendu parler de lui, mais bon, je sais que c'est un raciste, quoi. Voilà. C'est ce qu'il a dit dans une interview hier. Yves, c'est digne d'un député, c'est-à-dire d'un représentant de la nation? Alors... non, parce qu'on voudrait effectivement que ça paraît complètement surréaliste, je veux dire, de ne pas connaître le passé de Pétain, de ne pas savoir qui est Pétain, jamais entendu parler de lui. Alors, on se demande si c'est pas moqué de ces intervieweurs ou si vraiment il est complètement inculte. Mais ça paraît complètement incroyable. Alors, c'est intervenu aussi dans un continuum de reproches qui lui a été fait, de ne pas savoir lire, ou de très mal lire, le procès en illettrisme qui a été fait à l'Assemblée nationale alors qu'il lisait un texte en commission des finances. Est-ce que, d'après vous, il a sa place à l'Assemblée nationale ? Moi, je ne vais jamais sur des questions d'ordre personnel, sur est-ce qu'il sait lire ou pas lire. Je trouve que sur Pétain. Oui, mais sur ça, je tiens à le dire parce que je n'aime pas ce genre d'attaque. Un collègue qui a peut-être du mal à lire un texte, il a peut-être des raisons pour ne pas réussir à le lire convenablement. Ça, c'est sur Pétain, sur Pétain, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que Delogu est un provocateur. Comme il est un provocateur lorsqu'il refuse de serrer la main ou de menacer des jeunes députés du Rassemblement national. Moi, je pense que c'est un provocateur, qu'il se comporte évidemment très mal et qu'en cela, il relaie ce que Jean-Luc Mélenchon fait, c'est-à-dire ridiculiser les institutions. Le but de la France insoumise, c'est tout conflictualiser, tout ridiculiser. Et Sébastien Delogu, par ses provocations, en fait, cherche à ridiculiser ces institutions pour que, comme Mélenchon le dit, il faut passer à une autre république, il faut tout changer, il faut mettre le bazar partout. Tout ça, ça contribue. Donc vous mettez ça sous le compte de la provocation. Bien sûr. Et donc vous êtes un peu l'avocat de Delogu là ce soir. Pas du tout. Parce que je dis c'est un provocateur qui cherche à ridiculiser l'institution. Qui est Pétain au fond. Je ne sais rien sur le fond, mais je pense qu'il en rajoute, qu'il le fait exprès. Et d'ailleurs, Sébastien Delogu, après cette nouvelle polémique, a posté une photo sur X encore, avec voilà, un recueil Maréchal Nous voilà. Vous voyez qu'il se moque du monde. C'est pas un texte, ce sont des partitions, vraisemblablement. En souhaitant bonne nuit, sans doute en particulier à ceux qui le critiquent. Merci, Sébastien Chenu. Merci beaucoup.